plaisir, Avec plutôt que de le plaisir. faire au manoir de Crécy. Mais tu vois, on a le soleil ici quand même en France, Exactement. même De temps en temps. de temps en temps. Merci Thierry pour Donc Miguel l'invitation. Jean-Rodin, c'était lui, il est chirurgien cardiaque, fait ses études en France, mais maintenant il est à Lisbonne, professeur de chirurgie, et surtout c'est le chairman des guidelines chirurgicales avec l'ESC, donc vous pouvez lui poser toutes les questions sur comment elles sont faites, pourquoi, etc., etc. Merci Thierry pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici à ce manoir de Crécy où j'ai été justement pour plusieurs réunions de préparation des guidelines. Donc c'est bien ici que ça se faisait, parce qu'on ne C'est savait bien pas ici si que ça c'était se une faisait. légende ou si c'était... Le point sur les guidelines de la vascularisation du myocarde qui ont été publiés en 2018. Voici ce qu'on va... J'ai essayé de faire ça en 15-20 minutes. Ce sont la collaboration, ces guidelines sur la collaboration. Je pense que c'est très important quand les guidelines sont produites, les recommandations sont produites par des groupes différents. Parce qu'on a tous nos biais, quand on chirurgie, on préfère la chirurgie, la cardiologie d'intervention, etc. Donc le fait que ce soit un task force où il y a eu un co-chairman qui vient de l'ESC, moi je représentais l'EACTS, l'Association européenne de chirurgie cardio-thoracique, fait que, et d'ailleurs les discussions ont été assez vives parfois, pour arriver à un consensus. On pourrait parler longtemps des avantages et des limitations des guidelines, on peut si vous voulez au cours de la discussion. Tout d'abord, pour commencer, vous savez que les essais randomisés sont au sommet de la pyramide de l'évidence scientifique. Cependant, ce diagramme montre que à partir d'une population totale qui a été abordée et qui ont eu une angiographie coronarienne pour savoir quelle était la méthode angioplastie ou chirurgie, vous voyez, ça diminue petit à petit. Donc 76%, 3/4 ne remplissent pas les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc quand on voit tous ces essais passer, et une exception, c'est les études syntaxe, parce qu'il était ouvert à tous, all comers, mais sinon les autres, vous voyez que seulement 4% de toute la population a été incluse. Donc les essais randomisés ont une validité interne très forte, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent bien et c'est très bien pour la population qui a été incluse, mais après, pour tout ce qui n'était pas dans les critères d'inclusion et exclusion, comment est-ce qu'on va dériver nos recommandations pour tous ceux qui ne sont pas compris là-dessus. D'autre part, comme je disais, il faut un follow-up suffisamment long, comme on a vu avec l'étude Stitch, mais de notre côté, on sait que les technologies évoluent et, par exemple, l'étude, le stent paclitaxel n'est plus un stent utilisable. Personne ne voudrait l'utiliser aujourd'hui. Donc, on a ce que j'ai appelé conundrum, c'est-à-dire tourner un carré en un cercle. C'est impossible. Alors, je suis concentré sur le choix entre angioplastie et chirurgie, parce que les guidelines, c'est énorme, et donc évidemment, on ne peut pas aborder tout le problème. Donc, ça, c'est le tableau, et c'était un petit peu rébarbatif de vous montrer des tableaux et des tableaux. J'ai essayé de diminuer au maximum. Enfin, on ne peut pas éviter. Ça, c'est celui qui concerne la maladie de 3 vaisseaux. Nous avons divisé entre malades sans diabète et avec diabète. Je vous laisse lire, c'est pas la peine de répéter, c'est bien expliqué là-dessus. Pour les non-diabétiques, on s'est basé beaucoup sur le score syntaxe. On peut discuter ça pendant la discussion si vous voulez, les avantages et les inconvénients. C'est pas parfait, mais à notre avis, dans la task force, c'est une espéranto. C'est une langue de parler, une langue commune de parler entre nous, entre chirurgiens, entre cardiologues. Malgré ces limitations, c'est quand même ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle. Et donc, se basant sur la complexité, on a ici les recommandations de la maladie des 3 vaisseaux. Cela se base sur quelle évidence? Bien entendu, l'étude syntaxe, malgré le fait que le stent est vieux et n'est plus actualisé, a pesé, mais comme a dit le présentateur précédent, l'étude BEST, qui a utilisé un stent Science, qui est Everolimus, qui est un stent excellent, a montré quand même, c'est une étude coréenne, asiatique, sur 800 malades,
a montré quand même que pour ce endpoint, qui est le endpoint de syntaxe, mort, infarctus, AVC ou revascularisation répétée, il y avait une différence hautement significative entre les deux techniques. Mais aussi des données de méta-analyse, on s'est beaucoup basé sur les méta-analyses, ici d'études syntaxe et BEST, qui incluait 1275 malades non diabétiques. Cette méta-analyse s'est concentrée seulement chez les non diabétiques. Et là, même en enlevant la revascularisation, il y a une différence très significative, encore une fois, en faveur pour ce endpoint, en faveur des pontages. Mais aussi pour la mortalité, hein, ce qui est notable, parce qu'en général, les études individualisées n'ont pas les puissances statistiques pour montrer des différences de mortalité, et c'est pour ça qu'on doit faire appel à des endpoints composés. Et justement, cette méta-analyse qui a été publiée dans Lancet en 2018 a inclus 11 500 malades, et c'est l'association c'est le pool, la mise en commun des données individuelles de chacun des malades de ces 11 études randomisées qui avaient comparé chirurgie et angioplastie et qui avaient été traitées par stent. Le follow-up est de 3,8 ans, mais cette étude a pour la première fois montré, et ça c'est l'étude globale sur plus d'11 000 malades, qu'en termes de mortalité, il y avait une différence significative avec un écart d'à peu près 2%. Et cette différence était significative. Alors, en ce qui concerne le tronc commun, nous avions, et au cours des discussions des guidelines, on a eu des énormes discussions parce qu'on a eu 2 études qui étaient avec des résultats opposés. L'étude Excel de ce côté, publiée dans New England, où on avait une étude qui concluait que, je vous signale qu'à l'époque, en 2018, on avait simplement le premier papier publié en 2016, où l'angioplastie était non inférieure, et puis l'étude Noble, qui montrait que la chirurgie, vous voyez les courbes ici, se séparer. Alors comment concilier ça? Quelles recommandations? Énormément de discussions là-dessus. Et nous sommes venus à ces tableaux avec une recommandation égale pour angioplastie et chirurgie dans le syntax score jusqu'à 22. Les scores intermédiaires, une recommandation classe 2A pour l'angioplastie, et les malades qui ont été exclus d'études syntax et noble, c'est-à-dire les malades qui avaient non seulement un tronc commun, mais une maladie de 3 vaisseaux complexes, avec un syntax score supérieur à 33, une recommandation de seulement de la chirurgie. Cependant, évidemment, on a mis en petit astérisque ici que l'angioplastie peut être considérée si le malade est à haut risque, c'est évident. On ne va pas soumettre un malade, malgré le 3 et le rouge, cela n'empêche pas que certains malades puissent être traités par angioplastie. Alors, encore une fois, pour revenir à ces deux études, à Noble et Excel, il faut noter que Excel a adopté une définition d'infarctus. Tout d'abord, a inclus les infarctus péri-procédure, alors qu'aucune autre étude a inclus les infarctus péri-procédure. Et puis, il a utilisé une définition. Vous voyez ici la définition, la 3e définition universelle d'infarctus du myocarde. Ça, c'est une étude coréenne où ils ont regardé qu'est-ce qui se passait en termes de endpoint primaire en utilisant différentes définitions d'infarctus. Et vous voyez ici les différences qu'il y a entre angioplastie et chirurgie utilisant cette définition. Et là, c'est la définition qu'a utilisée l'étude Excel, la SKY, qui est une société nord-américaine qui montre que en utilisant cette définition, les infarctus périopératoires de la chirurgie sont 6 fois supérieurs. Et évidemment, on peut se demander si cette définition cette définition a clairement un impact important dans les résultats de cette étude. Pour revenir à l'étude de Hertz, publiée dans Lancet, des 11 000 malades, c'est donc a montré que il y avait une différence significative dans le groupe multivaisseau, mais pas de différence dans le groupe qui avait un tronc commun.
Beaucoup de discussions là-dessus du point de vue statistique, savoir si on avait ou non le droit de le faire, ces sous-groupes qui n'a pas été testé de façon appropriée. Quel était l'impact de la gravité, de score de gravité anatomique, c'est-à-dire le syntax score? Vous voyez qu'il y a en effet dans la population globale, plus le syntax score est élevé et plus la différence, le risque est grand, et donc la gravité et la différence entre les deux techniques augmentent avec la complexité anatomique. Alors ça, c'est les études, les sous-groupes, l'analyse de sous-groupes dans cette méta-analyse. Et vous voyez que quand on fait beaucoup de sous-groupes, plus on fait, c'est comme quand on lance le dé. Plus on le lance, plus on a les chances d'avoir ce qu'on veut. Alors, si on fait beaucoup de sous-groupes, finalement, on va trouver des différences. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ce qu'on appelle P for interaction, je ne sais pas comment on dit ça en français. Le seul sous-groupe significatif, c'était le diabète. Vous voyez que c'est 0,0007. Okay? Par contre, il n'y a pas eu de tronc commun ici, dans cette liste. Hein. Pas de tronc commun versus multivaisseau. Il y a eu une étude publiée dans European Journal par un statisticien qui s'appelle Nick Fremantle, qui a montré qu'il n'y avait pas d'interaction. Et cette interaction, vous voyez, 0,22 entre le tronc commun, c'est-à-dire qu'on n'est pas en droit de faire des sous-groupes, ou alors si on le fait, il faut donner le P for interaction et il n'est pas significatif. Alors, quels sont les critères pour choisir entre les deux? Moi, je pense que ça, c'est la diapo la plus importante. Si vous avez qu'à retenir une seule diapo, c'est celle-là. Il faut avoir ces quatre facteurs en tête quand on choisit. Le risque chirurgical, c'est capital. Évidemment, j'ai un malade de 80 ans, insuffisant rénal, avec fraction d'éjection de 20%. C'est évident que le risque chirurgical est très important, même si la complexité anatomique est élevée. Les diabètes et l'expectative que j'ai de faire une revascularisation complète, comme cela a déjà été dit aujourd'hui. Alors, pour évaluer donc ça, il faut évaluer le risque chirurgical, et nous avons recommandé le score STS et le score syntax, comme je vous ai dit, malgré ses limitations. Quelles sont ces limitations? Eh bien, l'imitation, c'est qu'il y a des variabilités intra-observateur et inter-observateur. C'est-à-dire que moi, je vais regarder un film, aujourd'hui, je lui donne 22, et demain, peut-être, je lui donnerai 26. Et entre moi et puis Thierry, on peut aussi avoir des différences. C'est vrai. Et ça, c'est observé dans l'étude Excel, où on a regardé que le syntaxe des centres était différent du syntaxe du Core Lab. Mais bon, il n'y a rien de parfait dans ce monde. L'autre, c'est le score STS, qui est très facile à calculer et qui nous permet de donner un risque chirurgical. Le bénéfice de la revascularisation complète, ça a été démontré maintes et maintes fois. Ça, c'est une étude qui est aussi une méta-analyse de ces études syntax, pré-combat et BEST. Et vous voyez que quand la revascularisation par angioplastie est incomplète, IR, ça veut dire Incomplete Revascularization, le taux d'événements adverses est très significativement augmenté. L'impact du diabète dans cette méta-analyse, vous voyez que, comme je vous ai dit, c'est un sous-groupe avec un P pour une interaction, un test statistique des sous-groupes qui montre, en effet, oui, il y a une interaction. Dans la population non diabétique, dans ces 11 études randomisées, on peut constater que la mortalité, ici, c'est que la mortalité, il n'y a pas eu de différence, alors que en diabétique, elle est hautement significative. Cette slide a déjà été montrée, c'est-à-dire qu'il faut que le Heart Team considère toutes ces caractéristiques pour décider, par exemple, en faveur de l'angioplastie, les comorbidités, l'âge avancé, la fragilité, etc. Le patient qui n'arrive pas à se bouger, évidemment, tout ça c'est en faveur de et les syntax scores plus bas. Et puis au contraire, les caractéristiques qui sont en faveur de la chirurgie. Et tout ça, ça ne peut... Il n'y a aucun score qui remplace le bon sens clinique. Et comme on a parlé, j'ai vu ici, il y a longtemps, quand j'étais en France, le staff médico-chirurgical existe depuis longtemps. Donc, c'est une réalité.
Alors, évidemment, dans certaines institutions plus que dans d'autres, il y a certaines institutions, moi je vois au Portugal, il y a 3 hôpitaux universitaires à Lisbonne. Il y en a dans le mien, on a une excellente collaboration, des staffs fantastiques qui nous appellent, on vient, on est tout le temps disponible. Puis il y a d'autres où il y a une guerre, une espèce, ils sont dos contre dos et ils se parlent presque pas. Donc ça dépend d'un endroit à un autre endroit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, il y a des endroits où on a établi des protocoles qui n'ont même pas besoin d'être écrits. C'est des sous-entendus, qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'appeler le chirurgien pour tous les malades. Et que, évidemment, il y a certains groupes de malades où on se dit, bon, bah, celui-là, il vaut mieux qu'on en discute. Et cet algorithme, je trouve, synthétise assez bien, disons, la conduite à tenir en fonction de la complexité anatomique, du fait que ce soit un tronc commun ou 3 vaisseaux, et du fait quels sont ici les niveaux de syntaxe score. Alors, les aspects chirurgicaux, je vais résumer en une seule diapo. Cette diapo est celle-là. C'est évidemment la mammaire gauche chez Olivia. La double mammaire, si on a un bas risque de complications sternales, que la squelettinisation est, avec d'autres mesures, comme par exemple le contrôle de la glycémie au bloc et dans les jours qui suivent la chirurgie, avec la perfusion intraveineuse d'insuline, c'est fondamental d'avoir des glycémies très bien contrôlées et une bonne technique d'ouverture et de fermeture du sternum. Les malades ne doivent pas saigner, les malades qui saignent augmentent le risque de complications sternales, enfin toute une série. On a augmenté le niveau de recommandation pour l'artère radiale basée sur une méta-analyse, la revascularisation complète. Il vaut mieux mesurer les flux intraopératoires pour voir s'il y a des problèmes et corriger tant que le sternum est ouvert. La chirurgie sans CEC pour les malades à haut risque, surtout s'ils ont des aortes calcifiées, où on a intérêt à utiliser des mammaires pédiculés et ne pas toucher l'aorte, ni pour la cannulation, ni même pour le clampage latéral, c'est-à-dire faire tout sans toucher l'aorte. Et ça, c'est un des facteurs qui diminue l'AVC périopératoire. Or, on sait que l'AVC périopératoire ou les complications neurologiques, parce qu'on peut avoir aussi des AIT, c'est le tendon d'Achille de la chirurgie. Donc, si on veut le supprimer, il faut faire des chirurgies no-touch aorta. OK ? Voilà. Et puis pour la veine, il y a aussi des études randomisées qui montrent que si on prélève la veine saphène en la repérant au Doppler, en prenant les veines saphènes qui n'ont pas un diamètre supérieur à 4 mm et si on ne les touche pas, le taux de perméabilité est comparable à celui d'une mammaire interne. Qu'est-ce qui est de nouveau ? Eh bien, moi je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau en ce qui concerne les infarctus sans les non-STEMI. Comment on dit les non-STEMI en français ? Non-STEMI. Okay. Parfait. Pas de problème. Donc ça, c'est une méta-analyse qui compare, qui réunit les données de chacun des malades de ces 3 études pour se composer de morts, infarctus et AVC, 1246 malades. Et vous voyez que pour ces malades stabilisés, évidemment, ce n'est pas un malade instable, c'est un malade stabilisé qui a eu une augmentation de troponine, mais qui n'a pas de douleur, qui n'a pas d'altération évolutive de l'ECG. Il y a, au bout de 5 ans, une différence qui est significative en termes de ce endpoint composé. Et cela a été traduit ici dans cette recommandation 1B, c'est-à-dire que la stratégie de revascularisation chez ces malades non-STEMI entre une angioplastie ad hoc de la lésion coupable ou une angioplastie multivaisseau ou chirurgie doit être basée sur les caractéristiques exactement comme les principes d'une maladie coronaire stable. C'est-à-dire qu'il faut bien démystifier, il faut bien séparer les infarctus avec supra-DST, ça c'est clairement le domaine de l'angioplastie immédiate, des malades qui parfois n'ont qu'une augmentation de la troponine et on ne sait même pas parfois quelle est l'artère culprit, et ces malades doivent être discutés selon les mêmes principes que les maladies coronaires stables. Pour moi, ça c'est une des recommandations et une des choses nouvelles les plus importantes de ces guidelines. Les autres sont résumés ici. Il y a eu des upgrades, par exemple ici l'angioplastie des lésions de bifurcation techniques ont passé de classe 2 à classe 1.
Ici, en ce qui concerne les malades qui ont un arrêt cardiaque. Et puis, à l'inverse, il y a eu des classes de recommandations qui ont diminué, par exemple, comme l'angioplastie pour les malades multivaisseaux avec un score syntaxe inférieur à 23, qui sont passés de 2A à 2B. Enfin, vous pouvez voir tout ça dans le document. Voilà. Et ici, cette diapo résume aussi les nouvelles recommandations. Et par exemple, je rappelle ici l'accès radial. Ça doit être le standard. Il n'y a plus à avoir d'accès fémoraux. Ça, c'était la recommandation dont je vous ai parlé dans le non-STEMI, etc., etc. Je vais passer. Alors, est-ce que ces guidelines sont suivis? Eh bien, je ne sais pas. Ça dépend. Même dans une même ville, il y a des différences d'un hôpital à l'autre. Donc, est-ce que les malades qui avant l'angiographie coronaire sont informés des risques et des bénéfices tout d'abord, il se peut que le malade n'ait besoin de rien. Et il a besoin surtout d'être bien traité médicalement. Et je m'excuse de j'avoir concentré sur la revascularisation, mais la thérapeutique médicale est la clé. Que ce soit pour le pontage ou l'angioplastie, vous, comme cardiologue, vous êtes responsable d'avoir le traitement optimal, le traitement médical optimal. Alors, on ne sait pas si ces recommandations sont suivies ou pas. De même que après le follow-up des malades, par exemple les maladies préventives, le style de vie, l'exercice physique et les réévaluations au cours du suivi sont extrêmement importantes. On ne sait pas. On a ce papier qui a étudié en 2010 à New York. Le registre de New York est très bien fait. À New York, ils sont très bien organisés depuis longtemps et ils donnent les résultats de chacun des chirurgiens et de chacun des cardiologues d'intervention. Ce qu'ils ont regardé pour savoir s'ils respectaient la recommandation de l'American Heart. Et vous voyez, quand il y avait une indication pour angioplastie, 94 recevaient bien l'angioplastie. Par contre, quand il y avait une indication selon les guidelines pour la chirurgie, seulement la moitié recevait la chirurgie. Et 34% avaient une angioplastie. Donc, pour dire que ces guidelines, on ne sait pas bien si elles sont. Alors, c'est une histoire à suivre, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et notamment, il y a eu justement l'Excel à 5 ans qui vient d'être publié en septembre dans le New England et qui a donné une grande controverse, notamment hier, et j'étais en train de lire ça hier soir, justement, le 8 novembre. C'est un cardiologiste d'intervention, arythmologiste, électrophysiologiste d'intervention, et justement il disait, il rapportait toute cette discussion qu'il y avait, et on ne va pas en rentrer là dans le détail, mais ce que je disais tout à l'heure, le fait que Excel a inclus l'infarctus péri-procédure et qui a utilisé une définition un petit peu ad hoc. Alors, quelle est l'influence de l'évaluation physiologique des sténoses? On sait que dans l'angioplastie, FAME2 a montré que les meilleurs résultats quand on utilisait une angioplastie basée sur la physiologie par FFR. Et cette étude FAME3 est en cours pour savoir si l'angioplastie guidée par FFR avec des stents de deuxième génération résolute est non inférieure à chirurgie avec des malades multivaisseaux. En conclusion, les recommandations sont utiles car elles synthétisent l'évidence scientifique et aident la pratique clinique, mais elles ne couvrent pas tous les scénarios, évidemment, c'est impossible, et d'où l'intérêt des staffs, des équipes multidisciplinaires. Deuxièmement, la décision du choix de la méthode doit se baser au sein d'une équipe multidisciplinaire et doit se baser sur la complexité anatomique, le risque chirurgical, le diabète et la capacité de réaliser une revascularisation complète. Et enfin, le malade doit être informé avant la coronarographie et on doit utiliser cet événement qui est une coronarographie pour bien profiter, pour éduquer le malade, pour l'éducation de la diète, du diabète, l'exercice physique, d'éviter le tabac et donc un style de vie qui doit être au long de sa vie. Donc la revascularisation, encore une fois, ce sont des procédures palliatives. Elles ne curent pas la maladie. C'est la thérapeutique médicale qui doit être la reine. Merci. Merci beaucoup pour être venu, pour ce topo, et puis pour le gros travail que représentent effectivement les guidelines, parce que
Pour les médecins, il faut utiliser ça comme une énorme synthèse de la littérature, hein, qui est faite par des équipes importantes qui passent beaucoup de temps à faire ça, et pour vous et pour nous, c'est un énorme gain de temps. Donc merci pour ce travail qui effectivement est un travail dynamique et qui se met à jour régulièrement. Donc moi j'ai plusieurs questions, mais je vais peut-être commencer le temps que ça commence. Il y a quand même une chose qui est, quand on compare directement les deux techniques de revascularisation, angioplastie, pontage, il y a une chose qu'on a du mal à évaluer dans les études, et il n'y a pas d'études spécifiques là-dessus, c'est qu'on est en intention de traiter. Donc si on choisit une technique par rapport à l'autre, en général quand on va suivre un coronarien, surtout sur une longue période de 10 ans, dans son histoire coronarienne, il va y avoir des crossovers, non pas des crossovers, mais des stratégies. On peut très bien démarrer, par exemple, une angioplastie pour un patient relativement jeune qui serait un bon candidat chirurgical, mais qui a 55 ans et qui veut éventuellement pas se faire opérer tout de suite. Ça n'empêche pas que 5 ans après ou 10 ans après, il nécessite, en fonction de l'évolution de son réseau coronaire, du pontage. Et dans ces études, les quelques grosses études qu'on a, on n'a pas du tout, enfin moi j'ai jamais vu quelle est finalement la stratégie sur le long terme. C'est-à-dire un patient, on démarre par une angioplastie, et puis 6 ans après, il passe en pontage, et finalement on lui a fait gagner, entre guillemets, 6 ans avant son pontage. Et c'est des choses qui sont difficiles à évaluer. Or, dans la pratique quotidienne, c'est des choses qu'on discute régulièrement. On peut tout à fait... On n'a pas de réponse parce qu'on ne sait pas si... Oui. D'abord, il faut se baser sur l'intention de traiter, c'est clair. Et je vous donne un exemple. L'étude HART, j'ai cité tout à l'heure, qui est comparée double mammaire versus une seule mammaire avec des pontages veineux associés. En intention, intention to treat, comme on dit. Intention de traiter. Intention de traiter. Il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité. Par contre, quand on analyse as treated, c'est-à-dire ce que les malades ont vraiment reçu, là, il y a une différence hautement significative en faveur des pontages artériels multiples. Donc, c'est un exemple, encore une fois. Et un autre exemple, l'étude Partner et les études de TAVI montrent qu'on a adopté les stratégies as treated. Alors que ce qui est classique, c'est intention to treat. Voilà. Alors, as treated, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de malades qui ne voulaient pas la chirurgie. Et donc, il y avait, après avoir été randomisés, quand ils ont reçu le truc de la chirurgie, ah non, moi, j'en veux pas. Moi, je veux TAVI. Et donc, il y a eu énormément de crossover dans l'autre sens. Et là, on a accepté, et la FDA a accepté, que l'analyse de Partner 3, par exemple, soit réalisée selon as treated. Donc, on n'a pas de réponse, et on ne sait pas si, comme vous disiez, un malade, un jeune, si ça se passe bien, peut-être que ça a permis de gagner 6 ans, mais par d'autres, ils ont perdu 6 ans parce que on sait s'il y a eu des complications et s'il y a eu des infarctus qui sont suivis au fait qu'il y ait eu des... Parce que il y a une question qui n'est pas connue, mais qui commence à être un petit peu connue, qui est, nous, on est, en termes de revascularisation, quel est le but de la revascularisation? Il y a 2 buts. Un, c'est d'améliorer les symptômes, et 2, c'est d'améliorer le pronostic. D'accord? Bon. Le nombre de cas où on est en train d'améliorer le pronostic, et vous aviez mis le doigt sur ça dans la discussion précédente, c'est quand vous avez dit, rappeler une chose qui est très importante à rappeler, les études anciennes, CAS, et il y a eu une méta-analyse par Youssouf en 1998 qui a bien étudié là-dessus, qui a bien montré qu'on améliore le pronostic seulement chez les malades qui ont tritron, dysfonction VG et tronc commun. Et un petit peu l'IVA proximal. Bon, ça c'est les groupes. Tous les autres, oublions, on ne traite que les symptômes. Et donc, on est obligé de savoir, on pense que on est en train de traiter les lésions qui réduisent le flux coronaire. Mais, et c'est peut-être un des avantages, une des explications de la supériorité de la chirurgie dans les malades qui ont une diffusion de la maladie plus grande, c'est que quand on a des plaques de 20, 30, 40, 50%, ces plaques-là sont les plus graves et sont celles-là qui sont responsables d'infarctus et l'infarctus qui va tuer. Et le pontage, en traitant non seulement la lésion qui limite le flux, mais en faisant une circulation collatérale additionnelle, va peut-être prévenir la mort par infarctus de ces plaques qui ne sont pas significatives. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la chirurgie chez les malades avec complexité accrue
dérive un plus grand bénéfice que l'angioplastie. Mais est-ce qu'on a le chiffre du pourcentage de patients, par exemple dans le groupe angioplastie, qui au cours des 10 ans de suivi vont à un moment donné avoir un pontage, et inversement le nombre de patients pontés au départ, et qui vont bénéficier là aussi, parce qu'on en a régulièrement, à un moment donné dans leur histoire, d'une angioplastie sur un pontage lui-même ou sur le réseau natif, parce qu'effectivement ils ont évolué. Je n'ai pas Or, je pense que quand on commence à rentrer sur des suivis à 10 ans, on a une grande partie des patients qui, à un moment donné, ont des techniques croisées. Donc, on ne peut pas tout à fait quand même opposer, vous êtes d'accord, d'emblée, les deux choses. On ne peut pas opposer les deux parce qu'elles sont complémentaires. Absolument. De la même façon que l'étude Courage a aussi des énormes crossovers. Et le groupe qui a été randomisé pour la thérapeutique médicale, on sait qu'il y a eu 30% de crossover pour l'angioplastie. Et cependant, l'étude Courage a été analysée sur intention to treat. Bon, bravo. On va arrêter parce qu'on est super tard. Alors, on peut continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci.